Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Au programme aujourd'hui, l'intelligence artificielle française, objet de toutes les conquêtes. Nous recevons en plateau aujourd'hui Mehdi Chouetten, cofondateur de DataTeddy, qui vient peut-être nous révéler les secrets de l'attractivité de la technologie française à l'étranger. Et puis comme promis tous les lundis, c'est votre débrief des propositions des candidats à l'élection présidentielle 2022 autour du numérique. On fera un tour des dernières déclarations sur le sujet avec nos invités en plateau. Ensuite, vous savez, il y a ce moment où vous réalisez que vous utilisez un GPS alors que vous connaissiez la route par cœur, ce moment où vous faites davantage confiance à la technologie qu'en vous-même. En réalité, c'est humain et David Lacomblette, président de la Villa Numéris, viendra en plateau pour nous rappeler pourquoi c'est humain. Enfin, vous pourrez replonger à la découverte d'une start-up pour votre reportage en dernière séquence. Une start-up qui veut démocratiser l'informatique quantique à toutes les entreprises. Ce sera votre séquence « Ils font demain ». Mais tout de suite, c'est l'heure de démarrer avec l'interview dans Smart Tech. Vous connaissez la fuite des cerveaux, on appelle ça la brain drain à l'étranger. Alors imaginez la fuite de l'intelligence artificielle française à l'étranger. Car oui, l'IA à la française s'exporte à l'international. Alors pour en parler, Mehdi Chouetten, vous êtes cofondateur de DataTeddy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors pour rappel, c'est une plateforme d'intelligence artificielle d'entreprise. Elle s'installe aux États-Unis après s'être déjà exportée à Dubaï. Quel regard aujourd'hui, on va commencer par la vision globale sur l'intelligence artificielle, quel regard porte la communauté internationale sur l'IA française ? Alors l'IA française, comme quasiment toutes les boîtes de tech françaises, ont plutôt une bonne image à l'international, une image de sérieux et de produits de qualité, on va dire ça comme ça. Ouais. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on est plus pointu que nos concurrents, peut-être au niveau européen ? Alors on a la chance d'avoir de belles écoles d'ingénieurs qui forment de très bons data scientists et de spécialistes de l'intelligence artificielle, qui fait que forcément les startups qui embauchent ces talents-là et qui créent des produits à partir de ces compétences-là ont tendance à avoir des produits qui sont compétitifs à l'international. D'accord. Qu'est-ce qui démarque, encore une fois, l'intelligence artificielle française, au-delà de la formation de nos talents ? Alors, il y a tout un écosystème en fait de la tech. Donc, bien sûr, il y a la formation qui est très importante. Il y a aussi un contexte favorable en fait de création de start-up et de clients qui sont friands entre guillemets de tester ces nouvelles technologies, d'avoir d'abord des preuves de concept sur des techs et ensuite une mise en production une fois qu'on a démontré la valeur. Comment on se démarque par rapport aux Européens ? On est bien placé en France ? Alors, les très gros acteurs de notre marché, c'est plutôt des Américains. Ouais. Donc aujourd'hui, on pourrait parler de Databricks, par exemple, qui est un des leaders mondiaux, qui est un de nos concurrents, mais à une autre échelle. Forcément, ce genre d'acteurs-là a une certaine longueur d'avance en termes de développement business, mais technologiquement parlant, il y a tout à fait les startups en France qui peuvent rivaliser avec ce genre de produit. Oui, mais ça ne nous dit pas si on est au coude à coude avec les Allemands, par exemple. Alors, peut-être que c'est une question de philosophie de l'IA ou de la tech en général. Les Allemands ou d'autres voisins européens ont plutôt tendance à développer des IA sectorielles, donc une IA pour une tâche donnée ou pour la maintenance industrielle, pour l'aéronautique ou pour d'autres usages. Nous, en fait, on est sur un secteur d'IA généraliste, donc une plateforme d'intelligence artificielle, un cœur d'IA qui permet de créer autant de cas d'usage qu'on veut. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a relativement peu d'acteurs européens là-dessus. C'est plutôt des Américains, en fait. Alors, vous avez réussi à vous exporter à l'international avec cette première étape, Dubaï. Quelle a été la plus grosse difficulté pour rayonner comme ça à l'étranger ? Alors, la principale difficulté d'aller à l'international, c'est la méconnaissance du marché, le peu de ressources dont on dispose localement, sachant que nous, on est une start-up, donc on n'a pas des moyens illimités. Donc ça veut dire qu'il faut aller vite, avec des moyens relativement limités, et prouver très rapidement qu'on est capable de conquérir des marchés sur ces nouveaux territoires géographiques. Donc effectivement, le cas de Dubaï est intéressant, puisqu'on a envoyé une seule personne au départ, une VIE en fait, qui assez rapidement a pu avoir un premier client. Et donc, à partir du moment où on a un premier client, on arrive à avoir un deuxième et on arrive à recruter une équipe sur place et donc à développer réellement le marché localement. Il faut d'abord montrer en fait ce qu'on vaut en termes de technologie.
Alors effectivement, au Moyen-Orient, ce qui est pas mal, c'est que il y a déjà une belle image de la France, etc. Donc c'est un peu, on part un peu avec des choses qui sont favorables. C'est pour ça que ça s'est fait très très vite. En fait, on a démarré en septembre de l'année dernière et aujourd'hui on a déjà quelques clients sur place. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs de l'IA locaux. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois arriver avec un super produit, mais aussi avec un marketing qui soit à la hauteur. Oui, pour se démarquer. Tout à fait. Pour sortir du lot. Alors, donc, vous vous attaquez aux États-Unis. D'abord, c'est vaste, les États-Unis. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise? Alors là, dans un premier temps, on sera à New York. Donc, pour l'instant, on a une seule personne qui démarre à New York. Et effectivement, en fonction de la vitesse à laquelle on arrive à transformer nos premiers clients, on a d'autres projets pour les US. Et alors, c'est quoi votre stratégie pour convaincre les New-Yorkais que l'intelligence artificielle française est meilleure? Alors, c'est assez terre à terre comme stratégie, puisqu'en fait, on démarre aujourd'hui avec la prospection des grands groupes français qui sont présents aux États-Unis, avec lesquels on peut faire valoir une expérience en France, soit avec certaines de leurs filiales qui sont en France, soit avec des concurrents. Je pense par exemple aux opérateurs de transport. Aujourd'hui, on travaille avec la RATP, la SNCF et un certain nombre de grands groupes français qui ne sont pas que français, puisqu'ils ce sont des groupes français mais qui sont présents à l'international. On pourrait parler de Keolis par exemple, qui est une filiale de la SNCF. Qui sont aussi aux États-Unis. Donc notre stratégie, c'est dans un premier temps d'aller attaquer ces groupes-là, d'avoir quelques références localement, et ensuite d'aller voir des groupes purement américains. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une idée de ce qu'on peut mettre en avant au-delà de ces acteurs-là, quand on va voir un acteur qu'on ne connaît pas du tout, pour valoriser l'IA française? Parce que, alors, il y a la formation, on l'a vu, il y a le côté, c'est très français, mais vous parliez par exemple du ciblage de l'Allemagne qui est plutôt sectoriel. Quelle est la spécificité de l'IA française dans son approche qui va convaincre? Alors, l'IA française, c'est forcément plein de startups différentes. Il y a quelques dizaines de startups. Donc, je pense que chaque startup, finalement, doit capitaliser sur les avantages de son produit. Donc, on a un certain nombre de différenciateurs. Nous, par exemple, on est très axé sur l'intelligence artificielle explicable et interprétable. C'est-à-dire que l'IA prend une décision, mais on est capable d'expliquer pourquoi l'IA prend telle ou telle décision. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à la plupart de nos clients, puisque finalement, certes, l'IA, c'est de la technique. Les gens qui mettent en œuvre l'IA sont des data scientists ou des ingénieurs, développeurs, etc. Mais les gens qui ont à mettre en œuvre l'IA, c'est par exemple un juge dans un tribunal de commerce, c'est un agent de maintenance qui va prendre une décision par rapport au fait de remplacer ou pas une pièce. C'est tous ces enjeux-là, en fait, qui sont au final faits par des non-data scientists et donc pour lesquels la compréhension de l'IA est vitale pour l'adoption de l'IA. Sinon, on a plus de difficultés à la faire adopter. Oui, c'est vrai que c'est un mot-clé de démocratiser l'accès et de créer des plateformes intelligibles en fait, pour tous quand on crée cette technologie. Et ça va être une plus-value peut-être à l'étranger. Est-ce qu'au niveau de la réglementation, ça va changer quelque chose pour vous, dans le traitement de la donnée par exemple, d'aller aux États-Unis? Et est-ce qu'inversement, il y a un intérêt à récupérer des technos françaises? C'est intéressant comme question. Effectivement, le cadre légal n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Nous, on reste une entreprise française, c'est-à-dire que nos produits... par un cadre français. Exactement. En revanche, effectivement, dans le cadre de nos opérations aux États-Unis, il y a un contexte différent. Donc, nos clients pourront faire un autre usage de nos produits qui n'est pas forcément toujours permis en Europe. Donc ça, c'est... Enfin, j'allais dire, pour vous, c'est pas un frein quand on veut exporter l'intelligence artificielle française aux États-Unis? C'est pas spécialement un frein dans notre cas particulier, parce qu'en fait, nous, encore une fois, on n'adresse pas un cas d'usage précis. On a un cœur d'intelligence artificielle qui peut s'adapter à tout un tas de cas d'usage. Donc finalement, le fait qu'on propose un produit technique qui ne va pas jusqu'à la réglementation, par exemple sur la RGPD, etc., nous, on n'administre pas les données de nos clients. C'est nos clients qui administrent leurs propres données. On n'a même pas accès en fait, à leurs données. Ce qui fait qu'en fait, on s'absout, entre guillemets, de toutes ces grandes responsabilités de RGPD, par exemple. Prochaine étape, c'est quand que vous attaquez à New York? Alors, ça a déjà démarré. Donc, la personne qui est en place a déjà été recrutée. Et les opérations en tant que telles sur place démarrent début avril. Merci beaucoup, Mehdi Choueiten, d'être venu sur le plateau de Smartech, cofondateur de DataTG. On poursuit, quant à nous, avec votre talk aujourd'hui dans Smartech.
Cette semaine, comme toutes les semaines, jusqu'aux élections présidentielles, nous vous proposons un débrief des propositions des candidats à la présidentielle, propositions évidemment autour du numérique. Pour commenter tout ça, nous avons en plateau nos invités qui nous ont rejoints avec Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste du monde du libre et chroniqueur régulier aussi dans cette émission. À vos côtés, Godefroy de Brensman, président de Numéum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, un rappel important pour recontextualiser notre débat aujourd'hui. Numéum faisait partie des 10 associations de la scène technologique française à l'origine du pitch qui a eu lieu donc le 9 mars dernier, un événement qui réunissait des candidats à la présidentielle, en tout cas ceux qui ont répondu ou leurs représentants. Alors cette semaine, je vous propose de nous attaquer au sujet des élections présidentielles via les citations des candidats ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ou de leurs représentants pour mieux comprendre leur vision du numérique, ce qui nous permettra donc de balayer les thématiques qui continuent à ressortir ou celles qui désespérément restent dans l'ombre aussi peut-être. On va les traiter dans l'ordre alphabétique pour rester le plus possible dans un objectif de neutralité. Alors le premier, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui veut utiliser le numérique comme un outil de lutte contre la fracture territoriale, ce qui nous permet d'aborder ce sujet. Il dit « Le numérique permet un nouvel aménagement du territoire. Il convient de mettre fin aux fractures et d'agir très rapidement. » Est-ce que c'est effectivement un enjeu national aujourd'hui et comment on peut utiliser le numérique pour rompre cette fracture ? Par exemple, c'est clairement un enjeu dans le domaine de la couverture 4G et 5G en France. On est carrément un pays sous-développé, si on se compare par exemple à la Chine ou au Japon. Et on continue, par exemple, dans le domaine de la 5G, d'avoir un retard colossal. Il faut se donner une idée, en Chine, on construit 2 millions de sites 5G chaque année. En France, ça devrait être 200 000. On est à 10 fois moins. Et donc, on a un gros problème de sous-développement, alors qu'on a une offre en France complète d'industriels qui, par ailleurs, étaient obligés d'exporter pour trouver des marchés. Alors, comment on explique que ce sujet soit si peu abordé aujourd'hui ? Parce que les gens croient qu'en fait, ça a été réglé, par exemple, par le plan très haut débit qui date non pas de ce gouvernement, mais du gouvernement précédent. Et en fait, on va dire, ça fait 10 ou 15 ans qu'au lieu de donner les moyens à ceux qui ont des technologies et des projets de les déployer, on aide finalement les opérateurs de télécom à essayer de conserver leurs maigres marges. Alors que dans d'autres pays, comme en Chine, l'État déverse des quantités folles d'argent public pour couvrir jusqu'à la moindre île ou au moindre petit village d'altitude. La fracture numérique, elle est pour beaucoup une question d'usage. Et aujourd'hui, on a touché du doigt avec la crise sanitaire que ça rentre dans nos maisons pour quasiment toutes nos activités. Il y a effectivement une partie de la population qui est très mal à l'aise. Alors il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, en particulier ces maisons, ces organisations qui sont là pour que les services publics puissent être amenés au plus près des personnes sur tout le territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui a démarré il y a quelques années et qui est en train de se déployer. C'est bien, il faut aller plus loin. Et effectivement, ça passera par un déploiement plus massif de la technologie 5G en particulier. Et puis après, c'est évident qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on a une espèce de diffusion progressive des populations dans les territoires qu'on n'avait pas, qui étaient concentrées dans les métropoles. Et je pense que ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Maintenant, ça nous oblige, et sur les usages, et sur la technologie, à aller plus loin. Alors on enchaîne avec Anne Hidalgo, si vous le voulez bien, si la candidate avait plutôt mis en avant des propositions sur la sobriété numérique, sur les enjeux écologiques qu'on a déjà vus ensemble dans Smart Tech. Ici, c'est sur les travailleurs des plateformes numériques qu'elle a pris position. Je vous donne sa citation. « Je mettrai fin à la situation faite aux travailleurs des plateformes numériques d'être des travailleurs indépendants alors qu'ils n'ont aucune maîtrise de leurs conditions de travail et de rémunération. » Est-ce qu'on peut, j'allais dire davantage, mais vous allez me dire où on en est, réguler les acteurs numériques internationaux qui emploient des travailleurs sur le sol français ? Je ne crois pas que ce soit que les travailleurs, que les plateformes internationales qui utilisent des indépendants. Je pense que les indépendants, il y en a dans le domaine juridique, dans tous les domaines. Il n'y a pas que les chauffeurs, les chauffeurs Uber. Donc c'est un vrai sujet et c'est absolument évident qu'aujourd'hui, il faut aligner
un socle de droit du travail qui permet d'adresser aussi bien les gens des indépendants que les gens qui ont un contrat, on va dire, à durée déterminée ou indéterminée, sur des sujets qui sont les ruptures, la couverture santé, sur des sujets qui sont évidemment un socle commun. Voilà, maintenant, supprimer les travailleurs indépendants, je pense que ça ne va pas dans le sens que ce que les gens veulent même. Il y a peut-être des gens qui sont des esclaves, comme Mme Hidalgo le dit, mais il y en a beaucoup qui sont très contents de bénéficier de la liberté que leur donnent les plateformes. Qu'est-ce que ça peut jouer si on s'attaque à durcir la réglementation de ces plateformes françaises ou étrangères qui viennent employer des indépendants sur le territoire français? Est-ce que ça peut avoir un enjeu sur l'attractivité de la France? Peut-être ça peut avoir un enjeu sur le fait qu'il y aura des indépendants recrutés sur les mêmes plateformes, mais à partir de territoires hors de France. Oui. En fait, on pourrait contourner finalement la réglementation. Pour une partie. Oui. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a aussi le fait que les Français ne vont pas l'accepter, parce que les Français ont goûté à la possibilité de pouvoir devenir indépendant en sortant d'une entreprise, et ça, c'est quand même une espèce de liberté, au fond, on peut le voir comme ça. Et puis les services qui sont rendus ne sont pas rendus par des entreprises, ils sont rendus par cette agilité qui est donnée par une plateforme et des indépendants qui vont, pour 2 heures de leur temps dans la semaine, faire quelque chose dont vous avez besoin, mais qu'ils ne feraient pas s'ils étaient dans une organisation. Et je pense que voilà, je pense que... Donc il y a un vrai besoin d'accompagner, d'agilité, mais aussi d'accompagner d'un point de vue social. Ça, c'est évident. Tout en laissant cette agilité aux plateformes numériques qui viennent sur le territoire. Bon, alors on enchaîne avec un autre défenseur de la sobriété numérique, Yannick Jadot. Toujours sur cette même ligne, il se concentre, lui, sur les data centers. Donc il faut penser aux impacts écologiques, je le cite, de la technologie dès leur déploiement. Des data centers, par exemple, doivent servir de réseau de chaleur ou pour d'autres bâtiments, ils doivent générer des externalités positives. Alors ça, c'est un sujet qui n'a pas entendu les présidentielles 2022 pour être mis sur la table. Déjà, c'est très intéressant puisqu'il parle d'externalités positives. Parce que souvent, on voit ce sujet du data center ou du numérique uniquement du point de vue de la consommation d'eau ou d'électricité. Et on ne voit pas le fait qu'on utilise le numérique peut avoir une externalité positive en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là, il va encore plus loin, puisqu'en fait, il défend une approche de data center, par exemple, que j'ai pu observer moi-même à la ville de Bâle, où en fait, on réutilise des immeubles, les caves, où on y installe des espèces de bacs d'huile qui servent à refroidir les serveurs, pour alimenter en eau chaude sanitaire, typiquement pour prendre sa douche, l'ensemble de l'immeuble. Et comme ça, on évite de construire un data center, on réutilise la chaleur, et en plus, dans ce cas-là, on réutilise des machines recyclées qui viennent d'hyperscalers américains. Donc en fait, il parle de quelque chose qui existe déjà, qui marche vraiment, et où en fait l'Europe est leader. Puisqu'en fait, le fabricant de ces bacs à huile, il vient de Barcelone. Le recycleur des PC, c'est une entreprise française. Donc, moi, je trouve que c'est une évolution du discours par rapport à ce qu'on avait entendu au cirque d'hiver vers quelque chose de positif grâce à l'idée d'externalité positive. Donc, cohérence technologique, de toute évidence. Est-ce que stratégiquement, c'est cohérent? Est-ce qu'on pourrait convaincre les acteurs des data centers aujourd'hui au niveau français et européen, puisqu'on est à cette échelle-là? Je pense que c'est les externalités positives, effectivement, je vous rejoins, c'est une bonne manière de regarder le sujet. On ne fera pas sans la tech, on ne sauvera pas la planète sans la tech, c'est à peu près évident aujourd'hui, sinon on l'aurait fait. Donc il faut que la tech, on la mette à notre service et elle consommera, mais elle consommera moins que ce qu'on consomme aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut que les acteurs de la tech et les data centers soient sensibilisés et ils voient un intérêt. Et ce sera par probablement la réglementation d'un côté et les innovations de l'autre. Donc c'est sûrement une bonne idée de récupérer la chaleur, de ne plus mettre les data centers dans les pôles, ce qui est probablement une abomination. Il y a beaucoup d'autres idées, mais dans la démarche, je pense que c'est très positif. Alors, il y a une autre citation de Yannick Jadot qui nous a interpellés, que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Elle concerne l'administration française. Il a dit, je cite, « Je veux mettre fin à la France CERFA. Beaucoup de commerces se sont modernisés. Il faut poursuivre ce mouvement en numérisant une bonne partie des documents papier. » CERFA 100% numérique, c'est envisageable ? Oui, on a aujourd'hui fait un gros chemin
duquel on revient d'ailleurs pendant la crise Covid. On a bien vu que l'administration était parfaitement capable de devenir agile. Et puis, elle repart tout doucement dans ses travers qui consistent à se protéger ou se retrancher derrière le CERFA ou la politique CERFA, si on peut dire. Donc oui, l'administration, elle peut être plus agile. Il faut lui donner une impulsion. Et je crois que c'est le rôle du gouvernement, du prochain gouvernement, de continuer cette dynamique et d'empêcher l'administration à revenir en arrière. Il y a beaucoup de processus aujourd'hui qui peuvent être numérisables. L'idée d'avoir dans les territoires ces maisons numériques, ces maisons de services publics dans lesquelles on rassemble 9 grands domaines des services publics, avec un seul fonctionnaire au service des citoyens locaux. C'est un guichet unique sur les services publics qui sera forcément numérique. Ils ne pourront pas faire autrement. Donc, je pense qu'on va y aller. Il faut continuer. Et c'est une vision qui est une évidence aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas fonctionner autrement. La contrainte, c'est quoi? C'est la question de sécurité, d'identification La contrainte, c'est de le vouloir. Et puis que les fonctionnaires, mais comme dans une entreprise d'ailleurs, les gens n'ont pas envie de changer. C'est plutôt ça la contrainte. Chaque organisation défend son territoire. La vraie contrainte, elle est là. C'est ça, c'est la barrière à la numérisation de toute cette administration. Le Sénégal, il y a 15 ans, avait fait un CERFA universel numérique. Donc un seul logiciel qui couvrait d'un seul coup toutes les procédures de toutes les administrations. Mais c'est ennuyeux parce que ça fait qu'un seul marché de numérisation. Et puis, ça donne de la traçabilité sur les procédures, qui est rapide, qui est lent. Et donc, le mélange des deux a bloqué l'ensemble du projet. Donc, il n'y a pas de problème technique. Mais il y a des solutions. En plus, on peut imaginer, si l'argument, c'est aussi de rendre tout cela plus verrouillé en termes d'accès, on peut imaginer que la blockchain fasse son entrée là-dedans. Enfin, je ne sais pas. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non. De toute façon, un des endroits où ce genre de choses a bien avancé, par exemple, c'est du côté de l'Estonie, où ils ont des offres intégrées de logiciels qui sont prêts à vendre à d'autres États. Mais pour ça, il faut accepter de changer, ce qui n'est pas simple. Bon, alors on poursuit avec la France insoumise. Alors, ce n'est pas une citation de Jean-Luc Mélenchon, c'est une citation de Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis, que je vous propose aujourd'hui. C'est lui qui représentait le candidat lors du pitch le 9 mars dernier. Il s'agit du sujet de la réglementation du numérique au niveau international. Ce n'est pas le seul à s'être emparé de ce sujet. Nous devons avoir le contrôle des technologies au moyen de normes internationales solides. Il nous faut protéger les personnes de la big brotherisation de la société tout en garantissant la neutralité du net. La big brotherisation de la société, c'est une référence à la protection des données personnelles? Oui, mais bon, c'est un peu... c'est évident qu'aujourd'hui, on est tous dans une logique où on veut avoir une réglementation au moins européenne et qu'à partir de cette réglementation européenne, on impose des choses. On l'a fait avec le RGPD, il faut continuer. Il y a d'autres réglementations en cours aujourd'hui qui sont en discussion et qui vont continuer à renforcer cette dimension de résistance ou de contrôle ou de réglementation face à des grands acteurs que sont par exemple les GAFAM, les grandes plateformes, on va dire. Donc je pense qu'on y va. Mais simplement, c'est pas simple parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Donc une fois qu'on a dit qu'on voulait le faire, c'est bien, mais après, il faut juste... Donc là, on a plutôt un état des lieux qu'une proposition. Oui, voilà. En même temps, on trouve dans le programme de la France insoumise une partie des réponses, si on regarde bien. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire international est de toute façon incompatible d'une zone à l'autre. Utiliser en France des API américaines, c'est de facto illégal aujourd'hui pour des tas d'applications parce que le droit américain, notamment le Foreign Intelligence Surveillance Act, ne permet pas à un citoyen européen de s'opposer à une éventuelle demande de la justice américaine sur ces données auxquelles il accède par l'API aux États-Unis. Il y a la même chose avec les Chinois. Et en fait, à partir du moment où ces API sont mises en œuvre par des logiciels libres, territoire par territoire, on se retrouve avec la possibilité dans chaque territoire de s'adapter à chaque réglementation. Et on trouve cette idée dans le programme de la France insoumise. Alors Emmanuel Macron, maintenant, a présenté les grandes lignes de son programme jeudi dernier. Plusieurs plans
du numérique ont été évoqués. J'en souligne un. Il veut recruter 1500 cyberpatrouilleurs et augmenter les moyens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information, l'ANSSI. Des cyberpatrouilleurs, est-ce qu'on a une idée de ce que ça veut dire ? J'imagine que c'est des gens plus techniques qui viennent gonfler les rangs de l'ANSSI d'abord. Et puis derrière, il faut qu'on ait au niveau du parquet un espèce de cyberparquet qui soit capable d'engager des actions et effectivement de faire ce que vous dites, de patrouiller. Oui, ce que Emmanuel Macron dit. Voilà. Et actuellement, il n'y a personne pour le faire. Les juges sont débordés, et donc c'est sûrement une très bonne initiative. Oui. Renforcer l'ANSSI. Mais en même temps, renforcer l'ANSSI, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant pour l'industrie. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets de recherche et développement en France qui se font bloquer par l'ANSSI et qui nous font prendre du retard, parce que l'ANSSI est en train d'être impliquée dans le développement industriel français alors qu'elle n'a rien à y faire. L'ANSSI édicte de plus en plus de normes impossibles à mettre en œuvre, qui obligent en fait d'arrêter de vendre en France et d'exporter. Pour donner une image, l'ANSSI est à l'informatique ce que la Haute Autorité de l'Environnement est à l'industrie chimique. Imaginez qu'avant d'ouvrir une industrie chimique, vous demandiez à l'agence, à la Haute Autorité de l'Environnement, le droit de le faire. Vous aurez toujours une réponse qui est non. Et aujourd'hui, en mettant l'ANSSI à trop d'endroits, en plus en recrutant trop de monde, en ayant une espèce d'hypertrophie de cette agence, on se met des barrières pour créer des nouveaux produits, accéder à des nouveaux produits. Et aujourd'hui, ce que produit l'ANSSI, de facto, exclut par exemple 95% de l'offre européenne de cloud. Et donc l'ANSSI a un effet dramatique sur notre industrie. Alors un mot avant d'enchaîner sur Valérie Pécresse. Macron a présenté un plan d'investissement de 30 milliards d'euros dans le secteur, les secteurs d'avenir dans le numérique, les semi-conducteurs, le quantique, le cloud, l'intelligence artificielle. C'est le seul à chiffrer ses ambitions pour le numérique ? Pour le moment, c'est le seul qui a un peu de recul sur le sujet. Bon, effectivement, on voit bien que c'est des sujets complexes. Il y a 5 ans qu'il est sur cette balle-là et il avait déjà commencé d'ailleurs. Après, on peut se dire 30 milliards, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'investissent chacune des grandes plateformes de cloud qui investit à peu près la moitié chacune tous les ans. C'est vrai qu'on n'a pas d'ailleurs de temps. On dit est-ce que ce sera pendant le quinquennat, le long du quinquennat, est-ce qu'il pourrait y avoir une somme supérieure ? C'est encore très flou. C'est très flou, On sait bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un rapprochement entre les gens du numérique, l'industrie, tout ce qui est formation supérieure et recherche pour essayer d'adresser le problème de l'innovation dans les sujets qui sont encore possibles pour nous. On passe au cloud parce qu'on va être un peu short sinon avec Valérie Pécresse qui a fait cette déclaration assez succincte. Le cloud n'est pas suffisamment ni de confiance ni stable. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? Valérie Pécresse a en fait fait beaucoup de déclarations, notamment en 2021 dans Le Point. Et si on regarde le sujet du cloud, c'est peut-être un des candidats qui a fait le plus de déclarations. Elle a parlé de quotas, d'obligations d'achat de cloud européen qui existent déjà. Elle a parlé de Small Business Act. Elle a parlé de construire un cloud souverain à partir de briques. Donc, on va dire que peut-être c'est pas toujours cohérent d'une déclaration à une autre. Donc, c'est pas réaliste ce constat pour vous ? Ni de confiance, ni stable ? Pour moi, en fait, peut-être que ça s'applique à certaines offres américaines pour ce qui est de la confiance, mais il y a une offre européenne qui est stable et de confiance, ce qu'elle avait dit précédemment. Éric Zemmour aussi s'est emparé du sujet et il dit qu'il s'agit d'avoir un cloud français et d'imposer que les données les plus précieuses soient présentes dans un cloud français et seulement français. Il a précisé la grande erreur de l'Europe a été de considérer que le numérique n'était qu'une histoire de consommateurs. D'autres, comme les États-Unis et la Chine, ont vu un moyen d'assurer leur puissance. Donc il y a deux notions, la question de souveraineté et la question de s'imposer aussi par rapport aux acteurs internationaux. Alors, on n'est pas tellement sur le sujet de la puissance, on est aujourd'hui sur le sujet de permettre aux Français d'avoir accès à des outils et à des moyens qui sont forcément soutenus par du cloud et à des entreprises, ou de les développer ou de les utiliser pour leurs propres services. Aujourd'hui, on voit bien que en Europe, on peut arriver, et en France, on peut arriver à avoir un espace dans lequel on va avoir un certain nombre de données stockées. Il a cité quelques sujets régaliens, la santé, etc., pour les consommateurs.
pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a pas la capacité d'innovation qu'ont un certain nombre de grands acteurs dans le monde, mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on a les moyens d'être innovant, d'être... le cloud, c'est un peu mis de côté maintenant, en termes d'ambition. Non, c'est pas ce que je vois, justement. Ouais. Et donc, si on regarde Éric Zemmour, il est l'un des candidats qui cite des produits européens. Je crois qu'il en a cité au moins 6 ou 7. Et je pense que c'est faux de dire qu'on n'a pas la capacité d'innovation, parce qu'en fait, pratiquement toutes les technologies de cloud utilisées par les clouders américains ont été inventées en Europe. Les containers, il y a 20 ans, la 5G virtualisée, il y a 8 ans, le pass, c'était en 2005, presque tout a été inventé en Europe. Pareil, sur les montants, c'est quelque chose de faux de comparer en fait les montants des GAFAM, parce que ce sont des montants qui intègrent du hardware, de l'investissement matériel. Mais le cœur du cloud, c'est des logiciels, et ce sont des montants en fait extrêmement faibles dont on a besoin pour investir. Et je pense qu'il faut qu'on le sache. Aujourd'hui, il y a une offre qui est sur la table de 10 fournisseurs européens de cloud qui chacun propose pour 1 million d'euros une offre souveraine de technologie européenne. Donc, pour moi, c'est possible. Si je résume. Et c'est reconnu chez Valérie Pécresse, à la France Insoumise, chez Yannick Jadot, chez Éric Zemmour. Donc tous ceux qui n'ont pas eu le pouvoir et qui n'ont pas géré le problème. Parce que quand on regarde la réalité, aucune entreprise est prête à basculer son système d'information. Mais moi, j'ai des clients qui basculent leur système d'information sur des clouds européens sans aucune difficulté. Mais j'en ai rencontré aucun. Ben moi, j'en rencontre tous les jours. C'est mon métier. Ça fera l'objet d'un nouveau débat, peut-être dans cette émission, si vous voulez bien. Pour pousser le sujet plus loin, on n'a plus le temps, malheureusement. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace, d'avoir pris le temps de venir. Merci aussi à vous, Godefroy de Brandsman, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau, président de Numéum. On poursuit, quant à nous, avec votre rendez-vous C'est humain dans Smart Tech. Vous êtes de retour dans Smart Tech. C'est humain, c'est votre rendez-vous mensuel pour décrypter ensemble ce rapport que nous tissons avec la technologie. Avec nous en plateau, David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors la technologie, c'est un fait, est omniprésente dans nos vies professionnelles, mais aussi dans nos vies personnelles. Et le résultat, c'est qu'on place plus souvent notre confiance dans la technologie. D'abord, en premier lieu, avant de placer notre confiance en nous-mêmes. Et ça, c'est assez étonnant. Est-ce qu'on le fait à juste titre? Est-ce que l'individu est moins fiable? C'est vrai que nos contemporains nous réservent quelques surprises. C'est le Télégramme, ce quotidien qui, cette semaine, nous rappelait la mésaventure qui est arrivée à 5 touristes asiatiques qui voulaient aller à Lourdes. Elles sont rentrées Lourdes dans le GPS et elles se sont retrouvées à Notre-Dame de Lourdes, dans un petit village breton. Alors, ça prête à sourire et certainement, ça fait encore les discussions du café d'à côté dans cette belle région. Néanmoins, parfois, il y a des conséquences qui peuvent être plus dramatiques. C'est ce qui est arrivé à 3 Américains en 2018. Ils se sont retrouvés au fond d'un lac parce qu'ils avaient ils ont suivi scrupuleusement, pour ne pas dire aveuglément, Waze, moyennant quoi ils sont retrouvés sur un lac certes gelé mais qui a craqué. Les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes, certes, mais néanmoins on voit bien que ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Alors que là, il aurait suffi de regarder la route, c'est ça qui paraît fou. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le porte-parole de Google à l'époque. Et voilà, Houston, on a un problème. L'être humain a tendance à faire une confiance excessive dans la machine et parfois plus qu'en lui-même ou que dans les autres êtres humains. C'est un biais connu qui s'appelle un biais d'automatisation qui fait qu'on a une confiance aveugle dans des systèmes d'information qui sont des aides à la décision et qui ne devraient être que des aides à la décision. Et parce que les hommes en font soit une mauvaise interprétation, ont du mal à le décoder, surtout si c'est dans l'urgence, et que peut-être certains ont d'ailleurs délégué complètement leur cerveau à la machine, parce que, on le voit bien au quotidien, c'est une béquille, somme toute, assez utile pour nous rappeler des choses de la vie, pour aller à l'essentiel, pour se distraire, ou s'amuser, ou même s'informer. Et il y a une expérience du quotidien qu'on peut faire. Il suffit qu'un moteur de recherche dit que le magasin qui est au coin de la rue est ouvert alors qu'on sait pertinemment quelque part au fond de notre tête qu'il est fermé pour créer un sérieux doute parce que c'est la machine qui a compilé des avis et on aura tendance à croire ces avis.
Alors dans ce cas-là, à la limite, c'est pas très grave. On a fait une petite marche à pied. on s'est senti un peu bête. Bon, voilà, notre ego peut s'en remettre, mais j'imagine qu'il y a des cas qui quand même peuvent être plus dangereux que ça. Bien sûr, il y a des secteurs beaucoup plus sensibles et qui appellent la plus grande vigilance et beaucoup d'attention. C'est le cas de l'aéronautique, donc de l'aviation. C'est le cas de la santé et du domaine militaire. On comprend bien pourquoi. Parce que de mauvaises décisions peuvent être mortelles, tout simplement. Alors, il y a eu beaucoup d'études dans le domaine aéronautique en particulier. De toute façon, il suffit d'aller dans un cockpit pour voir que c'est un ordinateur en soi. Et puis, on le voit bien à longueur de films, d'alertes, d'alarmes qui s'allument en tous sens. Parce que vous avez des aides à la navigation sur le plan de vol, des systèmes d'alarme, et qui vous mettent en demeure de prendre des décisions immédiatement. Et toutes les études qui ont été faites montrent que si vous mettez un deuxième pilote, ça ne change rien à l'affaire. D'accord. Alors, comment on arrive à corriger ce biais ? Alors, moins les corriger que les atténuer. Par la mise en scène, déjà, de ces aides telles que vous pouvez les faire. Peut-être réduire l'affichage des notifications. Peut-être aussi expliquer avec un rappel sur le fait que ce ne sont que des informations et pas des commandes. C'est pas là pour décider à votre place. Et donc ça, c'est vraiment deux choses fortes. Après, il y a la formation, bien évidemment. On n'utilise pas impunément les outils du numérique. Et ça va de soi qu'il faut s'y former. Alors la formation, ça commence en discutant et peut-être par des choses plus professionnelles aussi. Et puis, revenir à l'essentiel. Prenez le trajet en voiture que vous avez l'habitude de faire et imaginez un instant que toutes les aides à la conduite disparaissent, c'est-à-dire votre régulateur de vitesse, de trajectoire, qu'il n'y ait plus de signalisation, qu'il n'y ait plus de stop. Il y a des chances pour que immédiatement vous remettiez à regarder peut-être un peu plus la route, ce qui vient, et peut-être même ralentir. Et voire même lire les panneaux, ce qui serait quand même assez fou. Donc l'idée, ce que vous nous proposez, c'est un retour à l'âge de pierre, quand même. J'ai bien lu James Riddle, qui nous promet une technologie et la fin du futur dans son dernier essai sur un nouvel âge des ténèbres. Je lui préférerais David Bessis, mathématicien français qui vient de publier Mathematica et qui montre comment les mathématiques peuvent servir l'intuition pour la valider à un moment. C'est un ouvrage remarquable. Et au contraire, je pense qu'on peut reprendre le dessus sur le cours de nos vies, sur le cours des choses, par une nécessaire éducation. C'est un dialogue, par aussi faire marcher son intelligence, c'est pas interdit, de prendre son libre arbitre, et donc finalement de mettre en relief les choses, et finalement ne pas croire tout ce que l'on voit, et peut-être ne pas voir ne pas croire tout ce que l'on voit. Alors peut-être que ça vaudra le coup aussi de faire des tests, par exemple à vacances, de s'essayer un petit peu. Il y a quelque chose de gratifiant à laisser tomber la technologie, d'ouvrir une carte et à se débrouiller tout seul. Oui, d'ailleurs, on l'a bien vu dans différentes expériences du numérique où certains reviennent au vinyle et ça n'interdit pas l'usage du numérique. Et effectivement, reprendre possession de sa géographie peut aussi permettre de renouer parfois avec son histoire. Et on le voit combien c'est important avec le drame qui se noue actuellement en Europe. C'est vrai. Merci beaucoup, David Lacomblette. Je vous rappelle que vous êtes président de la Villa Numéris. On poursuit quant à nous et on conclut avec votre séquence reportage. Ils font demain. C'est parti. Pour terminer, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un reportage dans votre séquence Ils font demain. Une rencontre avec le fondateur de Colibri TD. En fait, c'est une société qui ambitionne de mettre au point un logiciel pour rendre accessibles les technologies quantiques aux entreprises, même aux plus petites, et ce en se positionnant comme un intermédiaire avec ces entreprises qui auront besoin à un moment donné d'un ordinateur quantique. Certaines n'ont pas les moyens de le faire, les autres auront la technologie. L'idée, c'est de créer un pont entre les deux pour démocratiser l'ordinateur quantique. Alors, je vous propose de découvrir ce reportage tout de suite dans Smart Tech.
Ce qu'on fait ici avec Colibri TD et l'équipe de recherche en charge du développement de notre framework, c'est véritablement de démocratiser l'informatique quantique à destination d'entreprises qui sont de taille moyenne. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus un écosystème de plus en plus riche au niveau de l'informatique quantique. Il y a quelques acteurs majeurs qui s'intéressent à l'informatique quantique, mais il y a tout un ventre mou, quelque part, d'entreprises qui n'ont pas encore accès, qui auront besoin de cet accès. Et c'est là qu'on veut se placer. Aujourd'hui, on est dans les tests, les proof of concept, les démonstrations. Mais d'ici 2-3 ans, on va avoir des ordinateurs utilisables, des algorithmes utilisables, des logiciels utilisables. Donc il faut s'y préparer maintenant. 2-3 ans, c'est très rapide pour atteindre, selon moi, une maturité dans un premier aspect d'ici 5 ans. Donc c'est vraiment important de s'y préparer aujourd'hui. Donc ici, on travaille sur un framework, un cadre qui va permettre en fait d'accélérer les projets quantiques. On l'appelle QIC, Quantum Innovation Computing Kit. Donc là, Hamza est en train de faire un certain nombre de simulations sur un ordinateur quantique IBM. Xavier est en train de regarder un certain nombre d'articles pour affiner certains de nos modèles, puisque c'est en fait un effort assez abstrait aujourd'hui, puisqu'on travaille sur des algorithmes. Donc il y a quand même un travail très abstrait en profondeur pour analyser et passer du classique au quantique. C'est toute une analyse assez profonde qui est le challenge, en fait, qui est vraiment le défi d'aujourd'hui. En fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de sociétés qui s'attaquent à ce problème, puisque ça demande des ressources assez penchées sur l'informatique quantique, sur le monde quantique, et ce n'est pas des ressources qui sont trouvables très facilement aujourd'hui. L'intérêt, c'est d'aller chercher ce qui nous intéresse le plus dans ces technologies pour optimiser et aller le proposer à des entreprises, on va dire, intermédiaires qui n'ont pas accès à ces technologies et qui n'ont surtout pas les ressources pour le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va apporter? Pourquoi on fait tout ça? La première révolution quantique dans laquelle on vit a apporté le laser, l'IRM. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça comme des technologies quantiques, on parle de ça pour se soigner, pour utiliser un téléphone, etc. Donc on en bénéficie indirectement. L'idée, c'est pareil. Par exemple, aujourd'hui, pour la chimie, une molécule sera développée, au lieu de parler d'années, ça sera des mois. Pour l'environnement, au lieu d'avoir des engrais qui polluent parce que c'est très difficile à fabriquer, on pourra les fabriquer de façon plus efficace. Les batteries, c'est une application fondamentale. Les batteries, par exemple, aujourd'hui, une batterie, elle a une capacité, mais pouvoir faire des batteries moins chères avec de plus grandes capacités, ce sera une révolution parce que tout le monde pourra passer à l'électrique, non seulement dans les voitures, chez soi, etc. Donc, comme toute révolution, 90% des choses qui vont arriver, on ne les anticipe pas. Et c'est ça aussi qui va impacter la vie de chacun progressivement, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est au tout début de cette révolution. On n'envisageait pas dans les années 70 tout ce qu'apporterait l'informatique, et aujourd'hui on n'envisage pas tout ce que pourra apporter l'informatique quantique. Donc on est vraiment là aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de votre émission Smart Tech pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur Bismart. Et en attendant, n'oubliez pas de nous écouter aussi en podcast. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à demain sur Bismart.